Bonjour. Bonjour Bonjour. Marie-Hélène. Avec Marianne Bellac, agrégée d'histoire et normalienne, nous vous présentons Le sang des Bourbons chez Larousse. Et quel est le propos général ? Le propos de ce livre, c'est de raconter comment, entre le 10 août 1792, la prise des Tuileries, et le 21 janvier 1793, la République française naît dans le sang, et je dirais même par le sang de Louis XVI. C'est la thèse que Robespierre va énoncer d'une manière lapidaire quand il dit « Si Louis peut être présumé innocent, que devient la Révolution ? Louis est déjà condamné, il est condamné où la République n'est point absoute. » Alors, racontez-nous un peu le déroulement du processus révolutionnaire. Comment en est-on arrivé là et quelle est la situation au début d'août 1792 ? Alors je pense qu'il faut d'abord rappeler que la France est en guerre. C'est elle qui a déclaré la guerre à l'Autriche au printemps 1792. Elle est menacée d'invasion, Paris est menacé. Le duc de Brunswick a lancé un manifeste en disant que s'il était touché à la famille royale, Paris serait mis à sac. Et il est manifeste que le couple royal attend des souverains étrangers qu'ils le rétablissent dans tous ses pouvoirs. Alors, les souverains étrangers ne seront pas d'un grand secours, ils sont très divisés d'ailleurs, mais il est certain que Marie-Antoinette, notamment, a beaucoup correspondu avec eux pour essayer d'obtenir ce secours. Il est certain aussi que le roi refuse de jouer le rôle que lui a donné la Constitution de 1791, c'est-à-dire le rôle d'un roi au pouvoir limité par une Constitution, donc, et la frange la plus radicale des révolutionnaires demande donc sa déchéance. Déjà au mois de juin, les Tuileries ont été envahies, le roi était menacé, et les plus radicaux des révolutionnaires veulent cette fois-ci profiter, notamment de la montée à Paris des gardes nationaux de province, des fédérés, pour prendre d'assaut les Tuileries et pour obliger Louis XVI à abdiquer. Et alors, c'est la fameuse journée du 10 août. Que s'est-il passé ? Alors le 10 août au petit matin, très tôt, les fédérés et ce qu'on appelle le peuple des faubourgs, hérissés de fer, comme disent les textes, convergent vers le château des Tuileries. Ils pénètrent dans la cour, ils fraternisent avec une partie de la garde, en particulier les gendarmes. Ils croient d'ailleurs un temps la partie gagnée, quand les fidèles, je dirais, d'entre les fidèles du roi, c'est-à-dire les fameux Suisses, contre-attaquent. Et là, c'est le massacre. Un massacre terrible. On dénombrera environ 1000 morts dans les rangs des défenseurs du château, 413 du côté des assaillants. On a des descriptions absolument terribles. C'est le jeune Napoléon Bonaparte qui écrira plus tard « Jamais depuis aucun de mes champs de bataille ne me donna l'idée d'autant de cadavres que me présentèrent la masse des Suisses. » Et en même temps, ce qui est très important, c'est que naît un mythe qui va justifier en partie l'exécution de Louis XVI, l'idée que c'est Louis XVI qui a attiré son bon peuple à l'intérieur des Tuileries pour le faire massacrer, pour procéder à une nouvelle Saint-Barthélemy. C'est ce qu'on appellera le massacre de la Saint-Laurent. Alors que Louis XVI avait bien demandé qu'il n'y ait pas de sang coulé. Oui, absolument. Il donnera d'ailleurs, pendant l'invasion des Tuileries, il donne des ordres, mais à ce moment-là, il se trouve dans la salle du manège. Le procureur syndic du département a convaincu la famille royale de venir se réfugier au sein de l'Assemblée. L'Assemblée législative siège à la salle du manège, qui est donc toute proche des Tuileries. Il y a à ce moment-là à peine 200 députés quand la famille royale arrive. Il y en aura 284 au plus fort de la journée sur 745 élus. Et c'est cette minorité, disons les choses clairement, qui, sous la pression des ceux qu'on appelle les patriotes, décide de suspendre Louis XVI de ses fonctions et de faire procéder à l'élection d'une convention qui devra prendre les mesures destinées à assurer la souveraineté du peuple. Donc, temporairement, la famille royale est hébergée au couvent voisin des Feuillants, et puis le 13 août au soir, le roi, la reine, leurs enfants, quelques fidèles et quelques domestiques sont conduits au temple. Alors, qu'est-ce que c'est le temple ? Voilà, alors le temple qui a été rasé et qui se trouvait à ce qu'on appelait en fait l'enclos du temple était, comme son nom l'indique, une ancienne propriété des Templiers qui était passée ensuite à l'ordre de Malte. Il ne restait plus grand-chose de la muraille. Un assez joli château qui avait été dessiné par Mansart au XVIIe siècle, mais surtout, un énorme donjon.
Et c'est là que la municipalité entend enfermer Louis XVI et sa famille afin qu'ils ne puissent pas s'échapper. On pense encore à la fuite et à l'arrestation à Varennes. Voilà. Donc, il faut trouver un endroit. D'ailleurs, il y a eu d'autres endroits qui ont été suggérés pendant ces 3 jours de discussion. Et finalement, la municipalité a imposé le donjon du Temple. Alors, il faut faire des travaux d'aménagement, qu'on va d'ailleurs confier à Palois, celui qui a détruit la Bastille. Et un grand profiteur absolument, qui a vendu la Bastille par morceaux. En attendant ces travaux, la famille royale est donc conduite dans ce qu'on appelle la petite tour, qui est accolée au donjon. Et elle y reste jusqu'à la fin du mois de septembre. Et c'est d'ailleurs un des grands atouts de votre livre, c'est d'avoir fait une carte précisément et géographiquement, nous suivons la vie de la famille royale dans le temple et ça nous touche encore un peu plus. Oui, à la fois dans la petite tour et dans le donjon. Tour, oui, absolument. Alors le roi est emprisonné et quel va être le début du processus qui va conduire à l'abolition de la royauté et à l'instauration de la République et à l'exécution du monarque ? Alors, en fait, enfermer la famille royale, ça ne suffit pas aux révolutionnaires les plus radicaux. D'ailleurs, quelques jours après la prise des Tuileries, on lit dans les Révolutions de Paris, qui ne sont pas un des journaux les plus extrémistes. Oui. Nous n'avons pas besoin de la Convention nationale ni de la déchéance de Louis XVI pour exercer sur lui un grand acte de justice. Que la tête de Louis et de sa complice tombe, que cette exécution solennelle, urgente et nécessaire soit suivie de celle de tous les complices et agents du feu roi. Donc, vous voyez, pour un certain nombre de révolutionnaires, il n'y a même pas de procès à faire. Et ceci dès le mois d'août. Dès le mois d'août. Il n'y a pas de procès à faire, il n'y a pas de question à se poser. La royauté est un crime en soi. C'est Saint-Just qui a dit ça. Absolument. Oui, un crime éternel. Un crime éternel. Oui. Et donc, les semaines qui suivent s'emploient à rechercher les complices du roi. Donc, la municipalité, la commune insurrectionnelle, puisqu'une commune a pris le pouvoir, renvoyant la commune légale la veille du 10 août. Donc, la commune insurrectionnelle établit des listes de suspects, elle fait surveiller les entrées et les sorties de Paris, elle multiplie les visites domiciliaires, elle met en prison. Un tribunal criminel est constitué, il doit juger les complices du roi, et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'on commence pour la première fois à faire fonctionner la guillotine. Elle avait été approuvée par le roi, d'ailleurs lui-même, absolument. Oui. Et au printemps précédent, elle avait d'abord été testée sur des animaux, sur des cadavres. Et là, après avoir été utilisée une première fois pour exécuter un voleur, elle est utilisée pour exécuter les premiers prisonniers politiques. Bon. Les patriotes trouvent que tout ceci ne va pas suffisamment vite. Et il faut comprendre aussi... je dirais, l'état de peur qui règne dans Paris, car entre-temps, les armées prussiennes et autrichiennes ont progressé. Et le 23 août, Longwy se rend. Le 2 septembre, c'est Verdun qui capitule. Verdun, c'est la route de Paris. Voilà, c'est la route de Paris qui est ouverte. Donc, il y a un véritable sentiment de peur qui s'empare d'une partie de la population. L'idée, c'est qu'il faut agir vite, très vite, avant que les armées étrangères n'arrivent, et qu'il faut purger les prisons rapidement de tous les conspirateurs qui s'y trouvent, qui risquent d'en sortir, de délivrer le roi, d'égorger les patriotes. Donc, il faut aller dans les prisons et massacrer ces potentiels ennemis. Ennemis, absolument. Et donc, on en arrive comme ça au massacre de septembre. Des massacres qui durent en fait à peine 5 jours, entre le 2 et le 7 septembre, et même pour l'essentiel entre le 2 et le 4 septembre. 100 d'hommes, certains historiens ont avancé des chiffres un petit peu plus élevés, massacrent environ 1300 prisonniers, y compris d'ailleurs de très jeunes adolescents, de 12-13 ans. Qui se trouvaient en prison. Qui se trouvaient à Bicêtre, qui avaient été notamment enfermés à la suite de demandes de leurs parents parce qu'ils s'étaient mal conduits ou d'employeurs. Donc vraiment de jeunes enfants, des femmes aussi, qui se trouvaient enfermées notamment à la Salpêtrière, qui pouvaient être aussi des malades mentales. Il n'y avait pas que... ça. Il y avait aussi des malades. Il y avait des malades, il n'y avait pas que des complices du roi, loin s'en faut, très loin s'en faut. Mais ça ne s'est passé qu'à Paris, pratiquement. Non, il y a eu aussi des massacres dans certaines villes de province, et puis il y a eu le fameux convoi qui est venu d'Orléans, aussi, qui a été massacré à Versailles. Mais c'est vrai que c'est à Paris que... Comme toujours, la révolution s'est faite à Paris. L'essentiel, oui, absolument. Alors, il y a comme un point d'orgue dans ces massacres, c'est le massacre de la princesse de Lamballe,
princesse de Lamballe, qui était une amie de la reine, qui l'avait d'ailleurs suivie au temple. Qui avait eu le courage de la suivre et de ne pas partir. Et de revenir d'Angleterre. Elle était revenue d'Angleterre, oui, absolument. Et puis elle avait été retirée, mise en prison. Et elle refuse de jurer, comme on le lui demande, la haine du roi, de la reine et de la royauté. Elle dit ça, jamais, je ne le ferai pas. Donc elle est massacrée, horriblement mutilée. Et des patriotes décident de porter baiser sa tête à Marie-Antoinette. Et là, c'est vrai que la municipalité a très peur. Elle a très peur, en fait, jusqu'où ça va aller. Voilà, d'être débordée et que la famille royale soit massacrée. Elle réussit à contenir la foule, difficilement. Simplement, Marie-Antoinette verra effectivement le visage de son amie à travers l'horreur, à travers la fenêtre. On dit qu'elle s'est évanouie. Ce qui est certain, c'est que ces massacres de septembre terrorisent les modérés pour longtemps. La majorité silencieuse encore un peu plus est encore plus silencieuse dans les semaines et dans les mois qui viennent. Bon, il faut quand même aussi savoir que le comité de surveillance de la municipalité a lancé des mandats d'arrêt contre des députés modérés, par exemple contre Brissot, ou contre le ministre de l'Intérieur, Roland. Qui sont des Girondins. Qui sont, ceux qu'on va appeler les Girondins, que les amis de Robespierre accusent de vouloir établir Louis XVI ou de vouloir établir un roi étranger. Enfin, on entend circuler le nom du duc de Brunswick, du duc d'York, ou encore peut-être même le cousin de Louis XVI, le fameux Philippe d'Orléans, qui va prendre le nom de Philippe Égalité. Qui est un peu faux frère. Oui, absolument. Donc, c'est vraiment dans un climat de peur et d'insécurité que se déroulent les élections à la Convention. Et alors, comment ça se passe justement, ces élections à la Convention ? Alors, les élections à la Convention, théoriquement, tous les hommes, évidemment, qui ont un domicile fixe et un métier, peuvent voter. En fait, une minorité de Français votent. On est dans un contexte qui est très particulier. À Paris, ce sont les plus radicaux qui l'emportent. En province, davantage de modérés. Et c'est le 20 septembre, finalement, que la Convention se réunit. Là encore, il va falloir que les provinciaux montent. Donc, il y a à peine 371 députés sur 749 qui sont présents au moment où se place l'épisode suivant décisif, c'est-à-dire l'abolition de la... Le 21 septembre, la royauté est abolie par acclamation, sans même qu'il y ait de débat. D'ailleurs, l'abbé Grégoire, qui a proposé cette abolition, affirme « Qu'est-il besoin de discuter quand tout le monde est d'accord ? Les rois sont dans l'ordre moral, ce que les monstres sont dans l'ordre physique. » Donc on voit l'état d'esprit très, très catégorique. Voilà. Et la République n'est pas proclamée à proprement parler. Simplement, les conventionnels décident que désormais, tous les actes publics seront datés de l'an 1 de la République. Et dans les jours qui viennent, les députés constituent 2 commissions pour étudier les papiers qui ont été trouvés aux Tuileries, où on espère trouver des preuves de la culpabilité de Louis XVI, et puis pour étudier les problèmes juridiques posés par le procès. Alors justement, le roi a été déclaré inviolable, mais peut-on juger le roi? Et si oui, qui peut le juger? Alors, l'inviolabilité du roi, effectivement, elle figure dans la Constitution de 1791. Le débat s'ouvre le 6 novembre, après rapport des commissions. C'est un débat qui est très long, puisqu'il dure pratiquement presque un mois. Et au fond, s'il prend fin, c'est parce qu'on décide finalement que les intervenants feront imprimer leurs interventions et qu'elles seront distribuées. Oui, parce que c'est impossible de tout entendre. Voilà, exactement. À la suite les uns des autres. Exactement, d'autant que l'Assemblée est une véritable arène. Les imagine. députés se déchirent, mais violemment. Et puis les spectateurs. Oui, et puis absolument les spectateurs dans les tribunes qui crient, qui font pression, même si théoriquement dans la Convention on avait mis des règles, mais qui n'ont pas été véritablement suivies. Et donc là on voit commencer à se constituer des groupes, les amis de Robespierre, qu'on appelle d'ailleurs plutôt à l'époque les Robespierros, ce qu'on appellera la montagne parce qu'ils siègent sur les bancs supérieurs. Les amis de Brissot, à l'époque on ne parle pas des Girondins, on parle plutôt des Brissotins. Il y a beaucoup de gens de la Gironde. Et puis la masse des députés, auxquels on va donner le nom de marée ou plaine, et que les amis de Robespierre, comme ceux de Brissot, tentent de gagner. Oui, manipulent. Voilà. C'est le centre, le ventre mou. C'est le ventre mou et le plus grand nombre.
Donc finalement, le 2 décembre, la Convention décrète qu'elle jugera Louis XVI, que malgré la violabilité, elle estime qu'il peut être jugé et que c'est elle qui le jugera et que les élections se feront par appel nominal. C'est-à-dire que chaque député votera à voix haute et donc sera obligé de prendre officiellement parti, sous la pression des tribunes. Louis XVI, on parle un petit peu moins depuis quelques minutes, mais parlons-en. Comment va-t-il comparaître ? Alors, d'abord, qu'est-il devenu avec tous ces événements ? Comment a-t-il pris les choses ? Alors, donc, la vie s'est organisée au Temple, une vie d'ailleurs assez régulière, c'est assez étonnant, où il donne des leçons à ses enfants, leçons de lecture, leçons de géographie. La famille descend se promener, au moins un temps, quand c'est possible, où elle se retrouve pour déjeuner. Une régularité, je dirais, qui est quand même assez étonnante et où on voit aussi un couple se former. Le couple Louis XVI, Marie-Antoinette, Dieu sait ce qu'on a pu en dire. C'est un couple difficile. Et là, on a, semble-t-il, un couple qui se constitue à l'affût des nouvelles de l'extérieur et il bénéficie de complicité. Leurs valets, notamment Cléry, trouvent toutes sortes de stratagèmes pour se faire renseigner. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont complètement isolés. Mais Louis XVI ne sait pas exactement quand on va lui demander de comparaître. Et donc, en fait, le 11 décembre, quand les municipaux arrivent, qu'il entend le bruit dans la cour, la garde qui se met en place en vue de très inquiétant, sa translation, voilà, il est très inquiet. Et donc, il va comparaître 2 fois. Il comparait une première fois le 11 décembre, une seconde fois le 26 décembre. Donc, le 11 décembre, il comparait, il est vêtu, enfin, on est très loin du roi, hein, il porte une redingote en drap brun. Et je crois qu'on peut enfin, Michelet fait un portrait qui est assez saisissant. Oui. Il dit « C'était l'homme gras encore, mais qui a déjà maigri, d'une graisse pâle et malade qui ne remplit plus les joues et pend sur le col plissé. Sa barbe était de 3 jours. On lui avait ôté l'avant-veille les rasoirs et les ciseaux. Ni courte ni longue, elle était inculte et sale. Une végétation fortuite, inégale, de vilains poils blonds rendaient tout sauvage sa face hérissée. » Oui, c'était un homme c'est un homme qui est déjà presque déchu, mais voilà. pas dans l'âme, mais dans le physique. Oui. Bon, c'est vrai qu'on lui a enlevé tous les instruments tranchants de peur qu'il se suicide. Ça aussi, c'est une des peurs de la municipalité jusqu'au bout. Donc, le secrétaire de séance lit l'intégralité de l'acte énonçant ces crimes. Bien sûr, on ne va pas les énoncer, ce serait très long. Hein. Ça commence mais quelques-uns, quelques actes. Oui, les entraves qu'il a mises à la réunion des députés du tiers en Assemblée nationale au mois de juin 1789. Ça va jusqu'au fameux massacre de la Saint-Laurent, donc le 10 août, en passant bien sûr par ses tentatives pour quitter Paris et en particulier la fameuse fuite absolument à Varennes. Alors, le président de séance reprend ensuite les accusations une à une et Louis se défend très maladroitement. Soit il argue de son droit, de ses droits régaliens, de la responsabilité de ses ministres. Souvent, quand on lui montre des pièces, il dit qu'il ne les connaît pas, qu'il ne les a pas vues. Oui, c'est-à-dire qu'il ne se défend pas. Il ne se défend pas véritablement. Il n'est plus il n'est pas capable, d'ailleurs, je ne pense pas qu'on puisse dire il n'est plus. Il n'est pas capable, ce n'est pas un politique. D'ailleurs, il aurait pu refuser de répondre. Alors que là, il se plie. Il ne peut pas ferrailler. Il se plie complètement au jeu de l'Assemblée. Voilà, il ne peut pas ferrailler, vous avez raison, c'est exactement ça. Alors, il demande quand même un conseil. Finalement, il va d'ailleurs en obtenir 3, difficilement, parce que certains se récusent. Un de ses anciens ministres, qui est Malesherbes, un autre qui est un juriste remarquable, qui est Tronchet, mais qui n'a pas de voix, donc qui ne peut pas plaider. Et puis le 3e, plus jeune, qui est de 16, et c'est lui qui, lors de la 2e comparution, le 26 décembre, va prendre la parole pour défendre le roi. Et alors c'est donc cette comparution qui est la dernière. Oui, la 2e et la dernière, absolument. Alors entre les deux, les hommes ont essayé de mettre au point une défense, mais justement, Malesherbes le dit, il écrit, le roi laisse faire ses défenseurs, mais n'a pas une participation très active. Et il se réfugie déjà dans la religion. Parce qu'il a bien peur que la messe soit dite, et qu'il valait mieux se réfugier dans la religion. Tout en ne comprenant pas, tout en ne comprenant pas. Jusqu'au bout, il n'a pas compris. Donc, le 26 décembre, il comparait. De 16 présente une défense, là aussi, sans éclat.
Il dénonce les vices de procédure, il invoque l'inviolabilité du roi, l'incapacité de la Convention à le juger, il réfute les chefs d'accusation. Et puis il termine très maladroitement, parce qu'il termine par une sorte de panégyrique qui soulève l'indignation d'une C'était partie des surtout ce députés. qu'il fallait pas faire. Voilà, exactement. Et Louis XVI prend la parole pour dire que sa conscience ne lui reproche rien. Et il rentre au temple et il dit à ce moment-là, la lutte est terminée. Donc pour lui, Il a tout tout joué, est déjà absolument fini. Alors les partisans de la clémence à l'Assemblée vont essayer de trouver une parade. Cette parade, c'est l'appel au peuple. Il est certain que dans une partie de la France, notamment dans l'Ouest, dans le Sud-Est, ou même à Paris, dans la majorité qui a peur, il y a encore des partisans du roi. Et qu'en tout cas, il y en a beaucoup qui ne veulent plus un roi, mais qui ne veulent pas pour autant tuer le roi. Et on voit début janvier fleurir toute une littérature en faveur du roi, des chansons. Un peu émotionnel. Voilà, très émotionnelles parfois. On voit donner au Théâtre de la Nation, c'est-à-dire l'actuel Théâtre de l'Odéon, une pièce qui s'appelle L'Ami des lois, qui dénonce justement les radicaux. Et les représentations donnent lieu à des affrontements extrêmement vifs. La municipalité intervient, elle interdit la pièce. On vient en discuter à l'Assemblée le jour même où on vote la mort du roi. Donc, oui. C'est pour ça que cet appel au peuple, ça pourrait être une occasion de désordre. Voilà. Et ça doit faire peur. Voilà. À l'inverse, les partisans de Robespierre sont bien décidés à éviter cet appel. Le 14 janvier, les députés vont passer au vote. Alors, à quelles questions vont-ils devoir répondre ? Alors, finalement, l'Assemblée s'est mise d'accord sur 3 questions et l'ordre des questions est très important. La première question à laquelle ils vont devoir répondre, c'est « Louis est-il coupable ?» La deuxième, « Votre décision quelconque sera-t-elle soumise à la ratification du peuple ?» Et la troisième, « Quelle peine Louis a-t-il encouru ?» Alors, le fait de mettre en deuxième question une possible ratification du peuple et de mettre en troisième quelle peine Louis a-t-il encouru, ça veut dire que si la peine de mort est votée, l'Assemblée se trouvera quand même dans une impasse. La situation est bloquée. Voilà. Oui. Et ça, c'est une grande victoire des radicaux. Ils en sont d'ailleurs parfaitement conscients. Donc à la première question, il n'y a pas de surprise. Là, l'Assemblée est quasiment complète. Il y a très peu d'absents. Oui, il est coupable. Voilà, il est coupable. 643 députés sur 721 répondent oui. À la deuxième question, là, c'est la terrible surprise pour les défenseurs de Louis XVI, puisqu'il y a 424 députés qui se prononcent contre l'appel au peuple. Pour éviter la guerre civile. Voilà, là, le chiffon rouge qu'ont agité les radicaux, c'est que si on fait appel au peuple, on ouvre aux assemblées primaires, on ouvre la voie à des luttes en France, voire à une guerre civile. Et beaucoup de députés du Marais ont été sensibles à cet argument. Bien sûr. Même puisque c'est la peur qui règne partout. Brissot. Voilà. Donc la guerre civile fait peur, on pourra. Bien sûr. Et ça explique cette réponse qui scelle en grande partie le sort du roi. Alors, comment commence le vote pour la sanction ? La tension doit être extrême. Voilà. Ouais, une sanction extrême, une assemblée pleine à craquer. On raconte que les maîtresses des députés se font porter des sorbets, des limonades, sont habillées avec des rubans tricolores. D'ailleurs, l'assemblée commence à siéger le matin, on ne commence à voter que le soir. On parle de toute autre chose avant. Et on va voter, puisque les députés non seulement se prononcent oralement, mais peuvent motiver leur vote, dire pourquoi ils votent oui ou non. On va voter toute la nuit. Et toute la journée du lendemain jusqu'à 20h. Oui, c'est harassant. Voilà, donc une tension et un désordre extrême. Et surtout, on s'aperçoit que le vote est très serré. Alors, au début, on a décidé de voter par département, par ordre alphabétique des départements. Et le premier département qui vote par tirage au sort, c'est la Haute-Garonne. Et le premier député à voter, c'est Mail. C'est celui qui a rédigé l'acte énonciatif des crimes de Louis XVI. Donc, il vote, je dirais sans surprise, la mort, mais, et là encore, ça va accroître la confusion,
il propose que si la mort est votée, on examine encore ensuite s'il ne serait pas politique ou utile de presser ou de retarder le moment de l'exécution. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de députés, là encore indécis, qui du coup votent la mort en pensant on vote la mort, mais on pourra toujours la retarder. Parce que c'était un moratoire qu'il Voilà. se donnait. Voilà. Donc c'est vrai que, en fait, le décompte est très compliqué. Et à l'arrivée, on s'aperçoit qu'on a 5 voix de majorité pour la mort sans condition. Et même on recompte le lendemain, et là on n'a plus qu'une voix pour la mort sans condition. Et alors comment le roi va-t-il réagir à tout ça ? Il réagit à la fois en ne manifestant aucune surprise, mais en même temps sans comprendre. Il dit à Malesherbes qu'il a essayé de rechercher dans le cours de son règne s'il avait pu mériter un reproche et qu'il a toujours essayé de se conduire pour le bonheur de son peuple. Oui, il a tout fait pour ça et il voit pas pourquoi. Il ne comprend pas et en même temps il est résigné. Bon, l'amendement May est très rapidement discuté, enfin... Il n'est pas discuté, justement. On décide que cette fois-ci, on ne motivera pas son avis pour aller plus vite. Donc, il est repoussé. Louis sera exécuté dans les 24 heures. Et voilà. Et on décide que Louis sera exécuté dans les 24 heures. Où va être montée la guillotine ? Alors, elle est montée place de la Révolution, c'est-à-dire la place de la Concorde actuelle. En fait, un endroit soigneusement calculé pour que le souverain, enfin, qui n'est plus le souverain, voit l'endroit, le lieu de ses derniers méfaits, c'est-à-dire ce qui reste des Tuileries. Ces derniers méfaits étant le massacre de la Saint-Laurent. Et bien sûr, il reçoit l'autorisation de voir une dernière fois sa famille, de choisir un prêtre pour l'assister. En revanche, il doit être exécuté immédiatement, malgré sa demande de sursis. Il y a tout un concours de force qui est bien entendu déployé. On craint jusqu'au dernier moment des événements. Il y a d'ailleurs un député qui a voté la mort du roi qui est assassiné par un ancien garde de Louis XVI juste après le vote. Et vers 10h, le 21 janvier, que la voiture qui transporte Louis XVI et l'abbé de Firmont arrive sur la place de la Révolution. Et 21 minutes exactement après, le bourreau Samson montre la tête aux forces assemblées. Et donc, on en revient à votre propos initial. En quoi est-ce l'acte fondateur de la République ? Alors, tous les radicaux en sont persuadés. Je pense qu'il faut un petit peu citer ce que disent les chefs de file, justement, de ces radicaux au lendemain de l'exécution. C'est Robespierre, par exemple, qui dit « Le tyran est tombé sous le glaive des lois. Ce grand acte de justice anéantit la superstition royale et crée la République. » Ou bien c'est Marat, qui était la tête du tyran vient de tomber sous le glaive de la loi. Le même coup a renversé les fondements de la monarchie parmi nous. Je crois enfin à la République. Et on pourrait en citer beaucoup comme ça. C'est vraiment l'exécution de Louis XVI devient l'acte fondateur de la République. Et deux mythes, je dirais, se mettent entrent définitivement dans l'histoire. Le mythe du roi tyran. Le roi tyran qui justifie, enfin ce mythe du roi tyran justifie la naissance de la République par le sang et ouvre la voie à la terreur qui va ensanglanter la France dans les mois qui suivent. Et puis de l'autre côté, la figure du roi martyr qui prend racine dans la bonne conscience, dans la piété manifestée par Louis XVI au Temple et qui a d'ailleurs officialisé au début de la Restauration quand les restes de Louis XVI, enfin ce qu'on pense être les restes, c'est peu probable, vu le traitement qui avait été donc mis à la Madeleine, au cimetière de la Madeleine, sont transférés à la basilique Saint-Denis et qu'à l'emplacement de l'ancien cimetière de la Madeleine est construite la chapelle expiatoire qu'on peut toujours visiter aujourd'hui. Bien sûr. Absolument. Alors, je ne voulais pas finir de parler de votre livre sans parler des sources qui sont très nombreuses à cette époque, très variées, de provenances différentes et dans le fond, malgré tout, malgré leur côté très varié, elles sont toutes un petit peu dans le même sens, c'est-à-dire que les événements sont présentés un petit peu de le même sens. Quelles sont toutes les sources que vous avez utilisées ? Oui, alors c'est vrai qu'on dispose de sources officielles qui sont nombreuses, même si une partie notamment ont été brûlées, mais les historiens du 19e siècle avaient beaucoup publié ces sources, donc on a de la chance. Mais il y a évidemment énormément de mémoires.
et de mémoires aussi bien qui proviennent de partisans du roi, de son valet Cléry, par exemple, qui l'a suivi jusqu'au bout, de Madame de Tourzel, qui était la gouvernante des enfants de France, pour en citer beaucoup, de mémoires aussi et de textes qui proviennent des radicaux, de la presse patriote également. Et c'est vrai que, bon, ce sont des points de vue différents, mais les faits concordent. Et je pense que c'est intéressant justement de confronter ces points de vue tout autant que d'exposer les faits. Et par exemple, il y a un moment qui est tout à fait intéressant, c'est la fin, l'exécution, les derniers moments qu'a fait exactement Louis XVI. C'est vrai qu'à la fois, il fait preuve d'un grand courage et puis il a une peur, hein, la peur Physique, bien sûr. physique, absolument, hein, au moment final. Et par exemple, on ne sait pas s'il est encore debout ou déjà sur la planche à bascule quand il crie des mots que la presse rapporte avec des variantes. Dans les Révolutions de Paris, on lit « Je meurs innocent, je pardonne à tous les ennemis ». Dans le Magistère républicain, « Je meurs innocent, je pardonne ma mort à mes ennemis, mais ils seront punis ». Donc, en fait, il a parlé, mais voilà. Alors, il a parlé, on ne sait pas exactement, mais on trouve un certain nombre de points communs, de concordances qui sont intéressants. Eh bien, merci beaucoup pour ce livre qui nous a montré la marche sanglante vers la République. Merci. Au revoir. Au revoir.